Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette chronique judiciaire qui sera consacrée à cette semaine spéciale JFK. Donc pour cette chronique, j'ai décidé de vous présenter le système constitutionnel américain pour que l'on comprenne un peu mieux comment cela a été produit pour enquêter, transférer des compétences, etc. Dans le cadre de l'enquête sur la mort de John Fitzgerald Kennedy. Parce que je me suis dit, en écoutant pas mal de podcasts ou en regardant des reportages sur la question, que c'était pas forcément évident à comprendre et ça alimentait des thèses dites conspiracy theory, théorie conspirationniste en fait, par manque de clarté sur ce point aussi. Donc voilà, et en plus c'est toujours intéressant à savoir. Donc comment ça fonctionne? Les États-Unis sont réglés par un système de loi qui est la résultante de la Constitution américaine, qui comporte un ensemble de droits, Bill of Rights, qui constituent les droits inaliénables de tout citoyen américain. C'est le ciment de cette nation, si on peut dire. En France, nous avons également une constitution, mais ce qui diffère des États-Unis, c'est que chaque État américain est fédéré. On parle donc d'un système fédéral, d'accord? On ne va pas rentrer plus dans les détails après sur le type de fédéralisme ou de confédération. Enfin, ça, c'est vraiment un truc de spécialiste et c'est pas le but ici. Donc, vous regarderez en introduction des textes, ça commence comme ça. Nous, les États fédérés, des choses comme ça. Notre constitution, ça doit être nous, citoyens de la République française, quelque chose comme ça. Je devrais le savoir, mais j'ai un peu oublié, je vous avoue, la formule consacrée, mais bon, vous voyez l'idée. Donc ces États se sont tous fédérés pour avoir une constitution qui sera appliquée à tous les États américains. Chaque étoile sur le drapeau américain symbolise un État américain. Chaque État fédéré est donc sous la houlette d'un État fédéral, voilà, dont le siège est à Washington, mais chaque État conserve une compétence en termes de loi. Ceci existe un petit peu de la même manière en Allemagne, mais sous des formes et un fonctionnement différent. Ça n'existe pas en France. C'est-à-dire qu'en France, à la différence des États-Unis, la loi est applicable partout de la même manière. Même si dans les faits, le juge a la possibilité d'adapter un petit peu la loi aux spécificités de territoire. Par exemple, si vous êtes sur l'outre-mer, il va y avoir des spécificités qui vont exister dans certains territoires, mais globalement, on a tous la même loi qui s'applique. Aux États-Unis, c'est différent. C'est pour ça que, notamment en matière criminelle, il y a ce fameux débat, les États qui sont encore sous le régime de la peine de mort, ceux qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que souvent, que ce soit dans vos séries d'enquêtes criminelles préférées ou dans vos documentaires sur vos enquêtes criminelles préférées, vous entendez que euh, on va saisir la Cour suprême d'une question de droit, puisque la Cour suprême, c'est cette cour de spécialistes qui ne tranche que sur cette question. Est-ce que l'application de la loi dans l'État en question va à l'encontre de la Constitution? Aux États-Unis, ça a toujours existé. En France, ça n'existait pas. Mais ça a commencé à exister sous une autre forme que la forme américaine. C'est la réforme de la question prioritaire de constitutionnalité. Avant cette réforme, en France, il était possible de remettre en cause la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation. Une fois que la loi était promulguée, c'était terminé. Elle était réputée être conforme à la Constitution. Ce qui a obligé les juristes français à avoir une autre manière de remettre en question l'application d'un texte
devant notre Cour suprême à nous. Il y a des cas qui sont très précis et c'est les seules possibilités de remettre en cause une loi. Mais on ne remettait pas en cause sa constitutionnalité. Depuis la réforme de la question prioritaire de constitutionnalité, il est possible pour n'importe quel citoyen devant un tribunal de poser la question prioritaire de constitutionnalité et de demander que l'on observe l'application de la loi qui doit s'appliquer à son cas d'espèce au regard de la Constitution et que le juge saisisse notre Cour suprême à nous, qu'on appelle Cour de cassation, quand c'est pour la voie avant, ce que je vous ai expliqué avant, mais Conseil constitutionnel quand il s'agit de la Constitution, puisque seul le Conseil constitutionnel s'intéresse à la Constitution. Est-ce que ça va? Aux États-Unis, on a la même chose. Seule la Cour suprême des États-Unis s'intéresse à une remise en cause des amendements qui sont proclamés dans la Constitution américaine. C'est très intéressant de comprendre cela, puisque dans l'affaire de John Fitzgerald Kennedy, le président est assassiné, je vous l'ai expliqué dans la chronique précédente, et en fait c'est un juge constitutionnel qui est chargé d'enquêter. Alors là, ça a posé des difficultés, puisque les gens se sont dit, non mais c'est un juge de la super loi qu'est la Constitution, c'est le super juge de la Cour suprême, mais ce n'est pas un enquêteur chevronné. Ce n'est pas un expert de l'enquête criminelle. Donc certains en ont fait un argument pour dire que déjà, ça commençait mal. Pour modérer ce propos, ce que l'on peut raisonnablement se dire, c'est que de toute façon, quand on est un super juge de la super cour des États-Unis, je pense qu'on a l'aptitude à se faire entourer des meilleurs experts en enquête criminelle. À mon avis, voilà. Autre chose qu'il est bon de comprendre, tout ça se fait sous la houlette du ministre de la Justice, qui est quand même le frère de John Fitzgerald Kennedy. Donc finalement, il n'y aurait pas d'intérêt pour lui à minorer, on va dire, les faits qui entourent l'assassinat de son frère, bien au contraire. Donc ça a été utilisé effectivement comme argument pour remettre en question l'enquête elle-même. Le juge en charge de cette enquête est le juge Warren, d'où le nom de la commission qui s'en est chargée, la commission Warren. Ce qui a été vraiment important ici et qu'il faut comprendre, c'est un crime très particulier qui vise le président des États-Unis. Donc c'est un crime hors norme. On sort de la compétence classique, on va dire, qui peut exister. De même aux États-Unis, vous l'aurez entendu dans vos reportages, enquêtes, etc., films sur des faits criminels qui vous passionnent. Il y a aussi aux États-Unis cette particularité, il y a des crimes qui relèvent de la compétence fédérale, pour laquelle les services enquêteurs va être différent du service d'enquête classique, la police de l'État, mais ce sera le FBI qui sera en charge des enquêtes pour les crimes fédéraux. Donc voilà, c'est une compétence directe, c'est prévu, c'est comme ça, c'est très clair. Donc pour l'assassinat d'un président, la question s'est posée, puisque ça n'était pas posé avant, même s'il y a eu l'affaire Lincoln, mais bon, c'était une autre époque. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez avoir à comprendre pour bien cerner les débats sur ce point et ne pas tomber assez facilement sur une incompréhension en se disant, ah bah oui, tout est faux là-dedans, tout est biffé, puisque de toute façon, déjà, ils ne respectent pas la base. Mais on va dire que c'est exorbitant de droit commun, le crime qui vise un chef d'État quand même. Donc en France, on n'a pas de choses similaires. Quand un crime est commis, c'est la compétence de la police judiciaire, point barre. Ça va pas plus loin. Il y a des compétences après en fonction des territoires. Bon, ça, voilà, mais ça reste toujours pareil en tout lieu.
sauf deux exceptions qui sont assez souvent relayées et qui peuvent vous parler, en matière de terrorisme, où vous avez un parquet spécialisé dit le parquet antiterroriste, ou ça peut exister pour les infractions financières, où là aussi il y a des parquets monétaires et financiers qui sont des parquets spécialisés de par la nature spécifique des infractions concernées. Donc, sur le cas Kennedy, vous pourrez entendre que la police texane a été dépossédée de l'affaire, mais la justification, elle est quand même assez simple à comprendre. D'accord? Donc, voilà, voilà.